Bonjour, c'est Christelle Cronier dans le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, Cédric Bourrier, directeur général de la DGPR, Direction générale de la prévention des risques au sein du ministère de la Transition écologique, nous montre comment adopter les bonnes habitudes et les bons réflexes en cas d'inondation. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors j'ai compris que vous aviez un rôle, on va dire, essentiel en ce moment. Le rôle donc de vous occuper de la direction générale de la prévention des risques, ça consiste en quoi? Alors en fait, on a 4 grands métiers à la DGPR. Les deux premiers, c'est les plus régaliens, donc c'est la prévention des risques industriels et des pollutions industrielles. Donc c'est évidemment les usines, mais ces usines au sens large, donc ça inclut aussi les grands élevages intensifs, ça inclut les éoliennes, les stations-service, voilà, dans l'ensemble du portefeuille industriel et économique. Et donc, on veille à la fois à éviter des explosions, des incendies à gages toxiques, c'est la partie strictement accidentelle, et puis aussi les pollutions chroniques. Et ça inclut aussi tout ce qui est transport de matières dangereuses, que ce soit par câblisation, par camion, par wagon, et toutes les installations au gaz, y compris la chaudière à gaz ou la cuisinière à gaz chez vous. Deuxième grand bloc, c'est les risques naturels, donc les incendies de forêt qu'on n'a pas pu rater cet été et encore malheureusement ces derniers jours, les inondations, les séismes, les cyclones, les glissements de terrain, les avalanches, voilà, l'ensemble de ce que malheureusement la nature, aidée par le réchauffement climatique, peut nous faire subir. Troisième grand métier, c'est santé-environnement, c'est-à-dire toutes les dégradations de l'environnement qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Donc, sur les questions des produits phytosanitaires, ce sont les OGM, ce sont les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques en général, les ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, la 5G, le bruit, voilà, l'ensemble de ces sujets-là. Et notre quatrième grand métier, c'est déchets, économie circulaire, donc à la fois déchets au sens fiscalité, gestion des déchets, les incinérateurs, les dioxines, etc. Mais aussi économie circulaire, donc le plastique, la mise en place du principe pollueur-payeur, les usines de recyclage, les transferts transfrontaliers, voilà, l'ensemble de ce qui nous permet d'avoir une société qui consomme moins de ressources naturelles et qui rejette moins de choses dans des incinérateurs ou des décharges. Donc ce que vous faites, c'est d'identifier et d'évaluer l'ensemble des risques et ensuite de voir comment on peut les anticiper. Alors, pour gérer les risques, effectivement, dans nos priorités, la première, bien sûr, c'est de connaître les risques. Et donc, c'est à la fois de la recherche, c'est de l'expertise, de la connaissance, du recensement terrain, des calculs. La deuxième chose, c'est faire connaître les risques, les partager et développer une culture du risque. Voilà, il ne suffit pas qu'il y ait des experts de l'État qui soient au courant, c'est vraiment le risque, c'est l'affaire de tous. Et donc tout le monde a un rôle à jouer, les collectivités et l'État, en gros les pouvoirs publics, pour prendre un certain nombre de mesures, mais c'est aussi les entreprises pour mieux se protéger, les agriculteurs, et puis chaque citoyen. On a beaucoup de bons gestes, beaucoup de bons réflexes à connaître pour faire en sorte que certains risques qu'on ne peut pas éviter, enfin les pluies cévenoles par exemple, les épisodes méditerranéens, on sait bien que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Et si on a les bons réflexes, on peut quand même sauver sa vie et sauver celle de ses proches et des personnes vulnérables. Oui. La troisième chose, ensuite, troisième axe, c'est éviter que les risques s'aggravent dans le futur. Oui. Et donc, c'est prendre un certain nombre de dispositions, alors soit des interdictions, des limitations lorsque c'est des activités directement humaines, industrielles, agricoles, etc. Soit lorsqu'on est face aux risques naturels, c'est prendre des dispositions en matière d'aménagement, ce qu'on appelle les plans de prévention des risques, qui s'imposent au programme d'urbanisme pour éviter de faire des aménagements qui vont aggraver la situation. Et puis le quatrième axe, c'est réduire le risque existant. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Pour les activités techniques économiques, c'est la réduction du risque à la source, c'est les progrès techniques permanents, la réduction des substances dangereuses, par exemple, présentes sur un site. Pour les risques naturels, ça va être différentes dispositions qu'on peut mettre en œuvre. Par exemple, pour les inondations, c'est des solutions fondées sur la nature, en désartificialisant, en recréant des zones d'expansion de crues, des choses comme ça. C'est des mesures constructives, c'est des digues, c'est des systèmes d'endiguement. Ça va être aussi tout simplement lorsqu'il y a quelques habitations concernées et que tout le reste serait disproportionné en termes de moyens financiers. Ça va être de délocaliser, de déménager les personnes pour les installer dans des endroits qui sont moins exposés. Voilà, c'est un bloc assez multiforme. On s'adapte à chaque situation pour essayer de réduire le risque existant. Je vois ça en fait du travail. C'est important. Alors, quels sont les principaux risques à craindre pour la planète, alors à court terme, à moyen terme et à long terme? Alors, dans notre champ d'intervention, parce que, par exemple, nous ne sommes pas sur les risques biologiques au sens Covid, nous ne sommes pas sur le risque terroriste, voilà, je ne m'occupe pas de la guerre en Ukraine et en Russie, en tout cas pas sous l'angle le plus violent.
Mais donc du coup, en matière de risques naturels et technologiques, d'abord, objectivement, le dérèglement climatique nous fait augmenter les risques naturels en France. Bien sûr. Donc les crues cévenols, les observations de Météo France montrent qu'elles ont été un peu plus fréquentes et un peu plus violentes. Et on a en tête la tempête Alex, décembre 2020, dans la vallée de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya. Mais c'est aussi l'accroissement d'un certain nombre de risques de cyclones pour nos outre-mer. Oui. C'est l'accroissement d'un certain nombre de risques d'incendies de forêt, ce qu'on connaissait avant pendant 2 mois dans le sud-est de la France. Déjà cet été malheureusement a montré que c'était plus cantonné au sud-est de la France, ça a brûlé partout, oui. Presque partout, et par ailleurs ça se limitera plus à 2 mois. Voilà, et donc. Et on a vu aussi avec le violent épisode météorologique en Corse. Exactement. Alors ça c'est presque ce qu'on met dans la famille des épisodes méditerranéens, et la période a toujours été de mi-août à mi-décembre. Mais effectivement, le risque va s'accroître. Pourquoi ? Parce que ces épisodes méditerranéens, c'est donc des orages violents, stationnaires. Donc ça tombe au même endroit. Et donc l'atmosphère est plus humide et ces orages sont plus alimentés. Et pour donner un chiffre qui nous inquiète beaucoup, au pic, cet été, la mer Méditerranée était 6,5 degrés plus chaude que les moyennes de ces 30 dernières années à la même date. C'est énorme. Et là, ces derniers jours, elle est encore 3 à 4 degrés au-dessus. Donc ça veut dire que cet automne, on est dans une configuration très critique sur la violence des phénomènes méditerranéens. Si à un moment la météo crée des orages qui deviennent stationnaires, ils seront très fortement alimentés, les conséquences seront très fortes. Des inondations ? Des inondations, voilà, des crues rapides, des inondations, du ruissellement, donc malheureusement des personnes emportées, voire des habitations emportées. Vous vous souvenez, en décembre 2020, tempête Alex, oui. Ces images terribles du couple qui était avec sa petite lampe dans sa maison, leur couple qui est, semble-t-il, pas voulu évacuer à la demande des pompiers, mais dont la maison est emportée et eux avec. Ouais. Donc on est vraiment sur des phénomènes très violents. Voilà, donc dérèglement climatique, c'est un premier sujet qui est évidemment très fort, avec toutes ces composantes risques naturels. On a évidemment une attention particulière à porter aussi, et toujours en matière de risques technologiques. Il ne faut pas baisser la garde. On a globalement fait des progrès ces dernières années. À l'inverse, on a des équipements industriels qui sont vieillissants. Nos raffineries, nos usines chimiques ont été construits il y a 50 ans, dans les années 50, les années 60, les années 70. Même pas eu de nouvelles raffineries ouvertes dans les années 2010, 2020, etc. Oui. Et donc, il faut réussir à modifier ces règles de maintenance, de surveillance, de vigilance, parce que des produits chimiques. Oui, et surtout des contenants des produits chimiques. Les produits chimiques eux-mêmes, ils sont renouvelés régulièrement, c'est des stocks et des productions, mais par contre, ils sont dans des tuyaux, dans des bacs, dans des réservoirs qui peuvent prendre feu. Qui peuvent se percer, qui peuvent prendre feu, qui peuvent s'échauffer, etc. Est-ce que des drames comme on a pu connaître avec AZF ou l'accident de Lubrizol en Normandie logistique, pourraient se reproduire ? Alors, je vais vous sortir une phrase bateau, mais qui est tellement vraie dans notre métier. Le risque zéro, ça n'existe pas. Oui. Ça n'a jamais existé. Ça n'existera pas à court terme au moins. Donc voilà, on ne peut écarter aucun accident. Après, on connaît mieux les risques qu'on les connaissait il y a des dizaines d'années. On a des stratégies de vigilance, mais il faut être vigilant par rapport au vieillissement, par rapport à l'erreur humaine qui est toujours possible, par rapport à des effets du changement climatique. Là encore, les inondations ou les incendies. Vous vous souvenez peut-être, mais la semaine du 14 juillet, lorsqu'on avait des gros incendies en Gironde, le feu est venu cerner des sites Céveso, un site Céveso, et plusieurs canalisations de gaz et plusieurs équipements à risque. Voilà. C'est des choses qui avaient été prévues dans les études de danger des sites. Il y a des stratégies qui étaient prévues. Tout s'est déroulé comme on s'y attendait, et donc du coup, il n'y a pas eu de suraccident. Parfait. Cela étant, les risques naturels augmentant, il va falloir que nous, on adapte nos stratégies en face, de façon à pouvoir apporter toutes les garanties en termes de sécurité. Il va falloir être de plus en plus nombreux dans vos équipes. Je ne sais pas combien vous êtes, mais... Alors, aujourd'hui, il y a 1600 inspecteurs des installations classées pour 500 000 installations à surveiller.
Le gouvernement a plutôt préservé nos effectifs ces dernières années par rapport à la trajectoire entre ministères. La prévention des risques a toujours été considérée comme une priorité par les différents ministres successifs. Mais vous prévoyez qu'il va y avoir des investissements et des méthodologies qui vont être mises en place de plus en plus au niveau de l'écologie, hein? Alors, de toute façon, effectivement, le gouvernement souhaite lancer une démarche de planification écologique qui permet à la fois de se donner des objectifs et des indicateurs, mais aussi un certain nombre de chemins ou de jalons qui pourront inclure un certain nombre d'investissements. En fait, c'est un ensemble d'actions. C'est des investissements, c'est éventuellement des réglementations, c'est des adaptations des organisations. Voilà, et donc le but du jeu, et moi de mon côté je suis très enthousiaste sur la démarche, surtout si on arrive à emmener tout le monde, parce que je vous l'ai dit, les risques c'est l'affaire de tous. Et donc si on arrive effectivement à avoir une démarche là pendant plusieurs mois dans laquelle on a les collectivités, les entreprises, les experts, les citoyens eux-mêmes, puisqu'encore une fois en matière de risque naturel, chacun a un rôle personnel très fort à jouer. Bien sûr. Et qu'on arrive tous ensemble à bien se repartager ensemble les diagnostics, les enjeux, les défis à relever et trouver ensemble les bonnes méthodes pour le faire, où chacun trouve sa place et la tient, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Mais vous, quelles solutions vous préconisez pour notre avenir? Alors, quels sont les points essentiels selon vous? Alors, vu le spectre large que je vais parler, ça serait long de dire tout ça. Mais si je devais résumer ou dire un ou deux points qu'on retrouve partout. D'abord, c'est la vigilance. Ne jamais croire qu'on peut se reposer sur nos lauriers. Ne pas croire que la situation est stabilisée. Nous sommes un monde qui évolue. Le changement climatique fait que les risques naturels vont évoluer. Le vieillissement, les changements de technologie, l'évolution de notre parc industriel fait que les risques technologiques vont évoluer. Et donc, être toujours aux aguets, toujours en vigilance, toujours se réinterroger, se remettre en cause. La deuxième chose, c'est travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une transparence des industriels. On a besoin d'une transparence sur la connaissance qu'on a des risques, des zones à risque et de ce qui est attendu des gens. Et il faut vraiment que tout le monde joue le jeu dans ce domaine-là. Et puis troisième chose, c'est une bonne coordination entre prévention et gestion, intervention sur les risques. Et notamment, un enjeu très fort pour nous, c'est de bien se coordonner avec les forces du ministère de l'Intérieur, les forces des pompiers, les forces d'intervention des industriels eux-mêmes pour intervenir très vite sur un début. Vous avez sans doute vu pour les incendies de forêt qu'à la fois est catastrophique. On en est à des dizaines de milliers d'hectares. Oui. J'ose même plus vous donner le dernier chiffre. Oui, c'est terrible. Il a encore évolué cette nuit, voilà. Mais voilà, quand on voit les photos, c'est ça. Et en même temps, alors on a eu en gros 3-4 fois plus de départs de feu que les années précédentes, que la décennie précédente. Mais la stratégie française de détection précoce des feux et d'intervention précoce a une nouvelle fois porté ses fruits. Il y a ces méga-feux qui n'ont pas réussi à être arrêtés à temps, mais qui sont quelques méga-feux comparés aux milliers de départs de feu qu'on a eus, y compris en Bretagne, y compris en Île-de-France, y compris dans des zones où traditionnellement les pompiers n'étaient pas forcément très habitués à devoir gérer des incendies de forêt ou de végétation. Bon, et donc cette stratégie de dire on détecte vite et on intervient vite. Une bonne transversalité. Exactement. Et c'est pareil dans le monde industriel, et c'est pareil sur des préoccupations qu'on aurait par rapport à des produits chimiques, des indices naissants de risques sur telle ou telle substance. Voilà, je pense que on est dans une ère où désormais tout va très vite, tout va trop vite, et où on peut se laisser déborder si on ne détecte pas assez tôt et qu'on n'intervient pas assez tôt. Et donc voilà, en termes de points transversales, je pense que c'est vraiment les choses qui nous guident dans notre orientation de politique publique. Vous dites que les risques évoluent, alors quels sont les nouveaux risques qu'on voit émerger? Je voulais dire l'élément climatique. Pardon, est-ce qu'on peut reprendre parce que je vous entendais plus? Pardon, je disais, le premier qui est très transversal, c'est des règlements climatiques. Donc je vous l'ai dit, ça a créé des risques à l'incendie de forêt là où il n'y en avait pas ou peu. Ça a modifié un certain nombre d'équilibres. Nous, on a un vrai sujet qu'on est en train de prendre en main qui est les risques en haute montagne. La fonte des glaciers? Alors voilà, c'est un peu la fonte des glaciers avec le risque de détachement des glaciers ou des poches d'eau qui se créent sous les glaciers et qui peuvent sceller d'un coup et nous faire une espèce de mini tsunami. Et on n'est pas sur la science-fiction. On a vu ces centaines de morts au pied de l'Himalaya il y a 2 ans.
Mais on a vu aussi cet été en Italie, malheureusement, dans les Alpes, qui ressemblent tout à fait à nos Alpes, ce qui s'est passé pour un certain nombre de randonneurs qui malheureusement ont perdu la vie. Voilà. Et de manière générale, l'isotherme zéro, c'est-à-dire l'altitude au-dessus de laquelle ça ne dégèle jamais, est en train de remonter avec le réchauffement climatique. Et il y a des tas de choses qui étaient solidement tenues ensemble par le froid depuis des siècles et des siècles, qui tout d'un coup vont se retrouver non tenues ensemble et pouvoir générer des tas de choses en aval, des laves torrentielles, des glissements de terrain, des avalanches un peu différentes, des poches d'eau, des chutes de glaciers, etc. Et donc on a tout un programme de travail, tout un plan par rapport à ce risque qu'on appelle dans un langage très technique le risque d'origine glaciaire et périglaciaire. Donc c'est une illustration très concrète de nouveaux risques liés au changement climatique. Mais j'ai dit aussi, ce changement climatique, ça crée de nouveaux risques pour les sites industriels, donc c'est un point d'attention par rapport à nous. Autre point qui est très émergent pour nous, qui a été constant, mais qui oblige à beaucoup d'attention, et les chantiers sont sans cesse renouvelés, c'est des questions relatives aux produits chimiques. On a aujourd'hui plus de 100 000 produits chimiques différents qui sont fabriqués, produits, mis sur le marché. L'histoire montre que certains sont cancérigènes, sont perturbateurs endocriniens, sont très nocifs pour la vie aquatique ou pour la biodiversité. Et donc, on a un chantier complet d'identification des risques de ces substances et de pouvoir les sortir du marché. Au moment qu'on aille le plus vite possible au bout de la démarche d'évaluation et de sortie du marché lorsque l'évaluation montre que les substances présentent des risques. Et vous pensez que les Français croient vraiment aujourd'hui à l'écologie, qu'ils suivent le mouvement que vous initiez ? D'abord, je pense que c'est difficile de mettre les Français dans un seul panier. Vous avez raison. Voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui une grande diversité, parfois des fractures au sein de la société, et que c'est pas facile d'assister à de l'unité sur beaucoup de domaines. Mais effectivement, moi ce que je ressens par rapport aux gens que je rencontre, c'est d'abord il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par ces sujets, par l'écologie ou par la santé, par les produits chimiques, par les risques naturels, le dérèglement climatique, etc. Et je note un grand niveau de préoccupation. Après, je constate une très très grande diversité dans l'approche de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, et qui devrait être à la manœuvre. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est un niveau d'ambition et autres, il n'est pas toujours le même. Comment il faudrait le faire ? Sans surprise évidemment, les gens préfèrent toujours que ce soit les autres qui fassent des efforts qu'eux-mêmes. Mais même qui devrait le faire, c'est vraiment la question de la confiance dans les autorités publiques, la confiance dans les experts, et à qui les gens ont-ils envie d'écouter, qui ont-ils envie de croire et avec qui ont-ils envie de travailler. Et on voit bien qu'il y a plusieurs groupes différents au sein de nos sociétés, et ceux qui croient aux autorités publiques, qui veulent travailler avec les autorités publiques, ceux qui croient à bien d'autres choses, ont envie de travailler avec bien d'autres choses. Et on l'a vu sur la Covid, on l'a vu sur beaucoup de sujets de société. Ce que je vous dis là n'est pas très original. Mais globalement, ils sont tous concernés. Enfin, c'est difficile de ne pas se retrouver concernés aujourd'hui par l'écologie. Oui, la très grande majorité des gens que je rencontre sont concernés et souvent inquiets. Et qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil essentiel de bons comportements à adopter, de bons réflexes ? Par exemple, par rapport aux épisodes méditerranéens, il y a des choses simples et qui se comprennent. Qu'il faut avoir en tête, qu'il faut mettre en œuvre. Par exemple, ne reporter tous ces déplacements en cas de pluie intense. Les gens souvent l'ignorent, mais un ruissellement de quelques centimètres d'eau suffit à emporter une voiture. En effet. Ne pas aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche, en réalité ils sont en sécurité, et au contraire vous allez vous mettre en danger en prenant la route. Ça c'est difficile. C'est très difficile. Lutter contre son instinct de papa ou de maman, c'est très difficile. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on le martèle et qu'on le martèle. Mais l'arrêter là, quand on regarde les morts de ces dernières années en matière d'inondation, on a beaucoup de morts sur route. Je n'ai pas connaissance, alors peut-être qu'il y a un cas qui m'a échappé, mais je n'ai pas connaissance de morts dans une école ou dans une crèche. D'accord. Bon, tant mieux, au moins. Les faits sont là, oui. C'est contre-intuitif, c'est contre-intuitif de ne pas aller chercher ses enfants. Mais la réalité en matière de risque, c'est ce qu'on a de plus intelligent à faire. C'est préparer un petit kit à l'avance, qu'on appelle kit 72 heures, avec de l'eau, des réserves de nourriture non périssables, une lampe, une radio avec des piles, des médicaments si on en a besoin, et puis de quoi s'occuper. Parce que voilà, s'il y a une crue à côté de chez soi, d'abord peut-être que la route sera inaccessible et que les transports ne pourront pas venir.
L'électricité, ça sera sans doute coupé sous l'effet de la nature. Et donc, pour éviter d'être dans le noir, sans nouvelles des autorités, et de ne pas avoir de quoi manger et boire, c'est bien à préparer ce petit kit à l'avance, facilement accessible. Vous, à votre niveau, vous trouvez que vous avez bien avancé en termes d'écologie, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place Je pense que je dois faire preuve d'humilité. Enfin, je porte une responsabilité comme beaucoup d'autres dans la mise en œuvre de cette politique de prévention des risques. Je pense qu'on a des vrais progrès, enfin, en tout cas on a des vrais sujets de fierté. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, que tout est loin d'être parfait et la période n'est pas à faire. Encore une fois, je parle pour moi et mes équipes. Je ne parle pas du tout de la classe politique du gouvernement, mais voilà, je pense que la période n'est pas à l'autosatisfecit et à se reposer sous ses lauriers. On a encore beaucoup à faire. Ok, alors bon travail Cédric, merci beaucoup. Merci à vous. Et on a compris que finalement on doit tous être acteurs de notre protection et de la prévention. Très important. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.